Le gouvernement ne se laissera pas détourner de ses objectifs par l'agitation électorale. Georges Sarr, toujours candidat du Parti socialiste à Paris. Plusieurs milliers de Corses pour accueillir Max Simeoni. Une première majorité de gauche sur la légalisation de l'avortement. Par la grâce du Coran et du pétrole, l'Arabie Saoudite, c'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est en effet arrivé à Riyad en début d'après-midi après un vol rapide en Concorde pour une visite officielle de 3 jours en Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un chef d'État français se rend en visite officielle en Arabie et c'est bien entendu l'une des raisons qui rendent ce voyage important. Les autres raisons, ce sont d'abord les raisons politiques. L'Arabie Saoudite joue un rôle de plus en plus essentiel au sein du Proche-Orient et les dirigeants du royaume voient dans la France un partenaire privilégié. D'autres raisons encore qui sont économiques cette fois. La France achète une grande partie de son pétrole en Arabie Saoudite, en particulier parce qu'il est un peu moins cher qu'ailleurs, et souhaite qu'en échange d'une augmentation nouvelle des importations, notre commerce extérieur, nos exportations donc, ait une meilleure place dans ce pays en pleine mutation, en pleine modernisation. Bref, un ensemble de choses qui donnent à cette visite un caractère particulier. Nous reviendrons d'ailleurs beaucoup plus longuement sur l'Arabie Saoudite elle-même, puisque c'est l'objet du dossier de ce journal, un dossier préparé par Jacques Abouchard. Mais pour l'heure, nous en sommes au début de la visite officielle, une marque d'attention qui a été très remarquée à l'arrivée du président français. Le roi Khaled, très souffrant, avait tenu à se déplacer pour accueillir son hôte, ce qui n'était absolument pas prévu. Toujours impressionnant, le Concorde. Et c'est la 4e fois que le président français se déplace à bord du supersonique. États-Unis, Zaïre, Iran il y a à peine 3 mois, et aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Avec une deuxième surprise cet après-midi à l'aéroport de Riyad, l'accueil par le roi Khaled, pourtant annulé il y a une quinzaine de jours, pour raison de santé. Au programme de Valéry Giscard d'Estaing, une course de chevaux et un dîner sous la tente pour demain, l'un des seuls pays arabes, sans doute, qui n'a pas sacrifié toutes ses traditions à son immense fortune. Et parallèlement, 3 ou 4 entretiens avec les principaux dirigeants du pays, sans cérémonie particulière, sans faste, des contacts que l'on annonce comme devant être autant politiques qu'économiques. Voilà. Et c'est donc la première fois qu'un chef d'État français se rend en visite officielle en Arabie Saoudite. Personne ne s'y trompe, l'enjeu est important. C'est ici, à Riyad, que se fait ou se défait toute la politique arabe, y compris la politique du pétrole. Et s'il est vrai que l'Arabie Saoudite est devenue le premier fournisseur de pétrole à la France, il est vrai aussi que pendant 4 jours, il va falloir essayer de combler l'incroyable déficit de la balance commerciale entre les deux pays. 13 milliards de francs de Riyad vers Paris, 1 milliard de francs seulement de Paris vers Riyad. En France, c'est toujours le débat sur les municipales qui domine l'actualité politique. En particulier, la candidature de Jacques Chirac à la mairie de Paris continue de susciter bon nombre de réactions et de commentaires. Ce n'est pas un défi au président de la République, mais un défi à l'union de la gauche, a répété hier soir Jérôme Monod, le numéro 2 du RPR. Alors que Jean-Pierre Fourcade, président des clubs Perspectives et Réalité, donc très proche du président de la République, qui tenait une réunion à Paris, y voit à son tour, dans la candidature de Jacques Chirac, un facteur de division et de querelle. Monsieur Raymond Barre, le Premier ministre, est intervenu lui-même cet après-midi au cours de la réunion des clubs. Il n'a fait aucun commentaire sur l'indice des prix qui s'annonce particulièrement faible pour le mois de décembre, donc particulièrement bon, entre 0,3 et 0,5%. Mais il aura peut-être l'occasion lundi ou mardi, au cours de son premier voyage officiel en France, dans le centre de la France, de commenter ces chiffres encore non officiels aujourd'hui. Pour l'heure, donc, M. Barre s'en est tenu au thème de la journée d'études des clubs Perspectives et Réalité, c'est-à-dire la gestion des municipalités, en débordant un peu tout de même sur la préparation des prochaines municipales. Pour le Premier ministre, l'agitation électorale ne doit pas gêner le redressement économique qui s'amorce. Puis-je dire à cet égard qu'il n'y a pas d'un côté le combat pour la restauration de nos équilibres économiques qui est la condition du développement et du plein emploi, et d'un autre, les compétitions électorales.
d'une part, la lutte contre la hausse des prix qui mine notre efficacité et notre prospérité et qui affaiblit la position internationale de la France, et d'autre part, la recherche d'une victoire électorale sur l'opposition. Il n'y a dans tout cela que les aspects multiples d'une seule et unique action qui ne saurait se diviser sans s'affaiblir. Le méconnaître, c'est faire courir à notre pays un risque grave qui ne doit pas être pris dans la précipitation et l'insouciance. Quelles que puissent être les péripéties et les agitations électorales, je veillerai en tout cas à ce que le gouvernement ne se laisse pas détourner des objectifs fondamentaux qui commandent le redressement de notre économie et l'autorité de la France dans le monde. Ce qui est sûr tout de même, c'est qu'au fil des jours et à mesure que l'on se rapproche de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections municipales du mois de mars, les situations se précisent, se décantent dans les principales villes. Ainsi, la majorité annonce-t-elle que la plupart des cas sont réglés dans les villes de plus de 30 000 habitants. L'opposition pense de son côté qu'elle pourra présenter des listes communes dans la plupart des grandes villes. Reste qu'il y a tout de même quelques villes à problème, si l'on exclut Paris, mais nous y reviendrons. Par exemple, Cherbourg, où les radicaux de gauche ont rejoint aujourd'hui la majorité, Béthune, où il y a des accords au sein de la gauche, Lyon, où Maître Soulier, qui aurait pu peut-être être tête de liste pour l'Union de la gauche et qui vient de rejoindre le maire sortant, M. Francisque Collomb, soutenu par toutes les formations de la majorité. Nancy encore, où l'on s'attend demain ou après-demain à ce que M. Jean-Jacques Servan-Schreiber se porte candidat à la mairie. Pour les dirigeants du Parti socialiste qui s'étaient réunis aujourd'hui pour faire le point sur les municipales, il y a certes des cas particuliers, il y a certes des négociations difficiles avec les autres signataires du programme commun, mais pour l'essentiel, la règle de l'Union est respectée. Il est évident que la candidature de M. Chirac a modifié les conditions de la bataille politique à Paris et lui donne un autre relief. Mais pour ce qui est de la gauche, elle maintient les conditions de son combat et le Parti socialiste fait tous ses efforts pour aboutir dans les meilleurs délais à des listes d'union dans tous les arrondissements de Paris. Pour ce qui concerne le problème de la candidature, le Parti socialiste a présenté depuis plusieurs semaines déjà la candidature de Georges Sarr. Le Parti communiste a fait savoir qu'il ne voulait pas de candidature commune et notre position est extrêmement claire sur ce plan. Nous maintenons la candidature de Georges Sarr pour le compte du Parti socialiste et nous n'en faisons pas la condition d'un accord préalable avec le Parti communiste. Et nous n'avons pas à changer de position. En ce qui concerne les négociations avec vos partenaires, on sait qu'il y a eu des difficultés. Alors où en êtes-vous pour l'instant? Sur l'ensemble de la France, nous avons constaté aujourd'hui, au cours de ce comité directeur, que l'accord dans les villes de plus de 30 000 habitants est conclu ou sur le point d'être conclu dans 165 villes sur 221, ce qui représente exactement les 3/4 des villes de plus de 30 000 habitants. Il reste donc un certain nombre de villes dans lesquelles il y a des difficultés à surmonter dans les jours qui viennent et le mandat qui a été donné à l'unanimité par le comité directeur au bureau exécutif de notre parti, c'est de faire en sorte dans les jours qui viennent de réduire ces difficultés pour arriver à ce qu'il y ait le moins possible de villes dans lesquelles il n'y aura pas d'accord d'union de la gauche. Le mandat qui a été donné signifie à la fois que nous nous opposons aux exigences excessives du Parti communiste, mais aussi que nous demandons à nos sections d'abandonner leurs exigences excessives qui ont quelquefois empêché que l'accord se fasse dans un certain nombre de villes. Après le verdict de Troyes et la relative clémence des jurés qui ont sauvé la tête de Patrick Henry, celui de la cour d'assises d'Aix-en-Provence apparaît comme peut-être une nouvelle pièce dans le difficile débat sur la peine de mort. Le jury d'Aix-en-Provence a accordé à Jean Giordanengo les circonstances atténuantes. Giordanengo, accusé d'assassinat, de meurtre et de tentative de meurtre, il a tué 2 personnes, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Hier, l'avocat général avait requis, là encore, la peine de mort. Edmond Simeoni, le docteur Simeoni, le frère de Max Simeoni, qui lui a pris le maquis, donc Edmond condamné en juin par la Cour de sûreté de l'État à la suite des événements d'Aléria, est libre depuis quelques jours. Mais il n'est rentré en Corse qu'aujourd'hui et son retour, vous allez le voir, a pris l'allure d'une véritable fête.
Pour accueillir Edmond Simeoni, 8000 Corses étaient réunis cet après-midi sur la place de Bastia. Une foule chaleureuse qui, après l'émotion des retrouvailles, a écouté un discours politique de 2 heures. Simeoni a affirmé sa volonté de rester dans la légalité française, mais a-t-il dit « Si le pouvoir veut nous empêcher d'être Corses, je serai avec ceux qui veulent n'être que Corses ». Il a lancé un appel au président de la République pour que, je cite, « Paris cesse de traiter une crise historique de dignité avec des ingrédients conjoncturels ». Je veux simplement, à l'intention de vous tous et de vous toutes, qui êtes si présents, si denses, si chaleureux, vous livrer le fond de mon cœur, mes angoisses, mes espérances. Je veux aussi, sans équivoque, affirmer avec force devant vous ma solidarité totale et inconditionnelle avec Serge Cacciari. Edmond Simeoni avait quitté la Corse le 23 août 1975 en état d'arrestation après le drame d'Aléria. Aujourd'hui, il est rentré à Bastia en liberté conditionnelle après 16 mois de détention, mais en leader incontesté des mouvements autonomistes. Il a donc repris son action politique pour l'autonomie interne de la Corse dans le cadre de la République française. Il nous faut aussi remercier le peuple corse pour sa solidarité envers les patriotes. Dans les moments difficiles de son histoire, il retrouve la praxis de la solidarité. Nouvel accident d'avion en Union soviétique qui détient, je crois, j'en suis sûr, selon des sources occidentales, donc je cite, le triste record du plus grand nombre d'accidents et du plus grand nombre de victimes. Cette fois, c'est un Tupolev 104 qui a explosé dans la région du Kazakhstan alors qu'il s'apprêtait à atterrir. Il y aurait au moins 90 victimes, aucun survivant. Cet accident n'a pas été confirmé, comme la plupart des autres d'ailleurs, par les autorités soviétiques. J'apprends à l'instant que le Premier ministre danois, M. Anker Jørgensen, a officiellement décrété, ce soir, des élections législatives anticipées pour le 15 février. Le Danemark, vous le savez, appartient à l'Europe des 9 et ces élections anticipées seraient liées à une situation économique extrêmement difficile. L'Italie traditionnelle, catholique et bien pensante, n'en est pas revenue. Les députés ont voté hier soir une loi qui autorise l'avortement. Il faut que le vote soit ratifié par le Sénat, c'est évident. Mais après la loi sur le divorce, celle sur l'avortement, c'est une véritable révolution à l'ombre des toits du Vatican, sans compter que sur le plan politique, il se trouve maintenant une majorité de gauche, communiste compris, pour voter certains textes. Ce qui est intéressant, c'est comment se répartissent les partisans et les adversaires de l'avortement. On votait pour les communistes, les socialistes et les petits partis de gauche. On votait contre les démocrates chrétiens et les néofascistes. C'est un médecin conventionné qui pourra autoriser l'avortement lorsqu'il y a un danger pour la santé de la mère, lorsqu'il y a des risques de malformation pour le nouveau-né, mais aussi, et c'est le côté le plus progressiste, disons, de cette loi, lorsque la mère vit dans des conditions sociales et économiques difficiles. La bataille pour l'avortement plus ou moins libre mais légal dure depuis des années en Italie. Entre-temps, il y a eu Seveso, la pollution par la dioxine qui risque, mais on n'en sait rien, d'avoir des effets dangereux sur les nouveau-nés. Les premiers enfants de Seveso qui ont pu être contaminés par la dioxine vont naître à la fin du mois et en février. Seveso a fourni évidemment des arguments décisifs aux partisans de l'avortement. Seul le Vatican et l'épiscopat italien se sont toujours opposés, avec même une certaine violence, au principe de l'interruption de grossesse. L'Église étant résolument contre, la démocratie chrétienne qui gouverne depuis 30 ans a donc essayé de bloquer le projet de loi au Parlement. Ce qui est tout à fait nouveau, évidemment, c'est que la démocratie chrétienne a été mise en minorité. C'est une majorité de gauche qui a permis de faire passer la loi sur l'avortement. Or, jusqu'à maintenant, les communistes ont toujours évité de s'opposer directement aux démocrates chrétiens. Ils donnaient même l'impression de soutenir tacitement le gouvernement démocrate chrétien de M. Andreotti. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que le problème de l'avortement n'a pas permis en Italie la constitution d'une majorité de gauche?
On dira que ce n'est pas une majorité de gouvernement, qu'il s'agit de l'avortement, d'un épisode. C'est vrai, mais voyant qu'ils sont en mesure de constituer une majorité, est-ce que les partis de gauche ne vont pas se regrouper dans une sorte de programme commun à l'italienne? En tout cas, ce qui est en train d'avorter en Italie, c'est peut-être le fameux compromis historique entre les démocrates chrétiens et les communistes. Avant d'en venir à notre dossier sur l'Arabie Saoudite, les sports et le ski d'abord, avec l'extraordinaire victoire de Franz Klammer. L'Autrichien Franz Klammer est vraiment le roi sur les pistes de ski cette saison. Il a remporté facilement la formidable descente de Wengen en Suisse. Certes, il était favori, mais ses rivaux ne manquaient pas de talent et aujourd'hui, Klammer a remporté sa 20e descente de Coupe du Monde. Le ski, dans un instant. Franz Klammer est décidément imbattable. Que ce soit sur une neige dure ou glacée comme à Val Gardena, fraîche comme à Kitzbühel ou légèrement molle comme ici à Wengen, tout réussit à cet Autrichien invaincu cette année en descente. Il est même devenu prudent, lui que l'on appelait le casse-cou. En effet, peu avant le Schuss d'arrivée, il va ralentir car il savait le tracé glacé et dangereux. Sur cette piste, la plus longue descente de la Coupe du Monde, avec 4 km 275, il va signer sa 20e victoire et la 10e consécutivement. Son palmarès s'orne encore d'un exploit unique. Il réalise en effet pour la 3e fois le doublé Annenkamm-Lauberhorn. Cette fabuleuse performance laisse dans l'ombre, bien entendu, les autres concurrents. Il faut cependant noter la surprenante 2e place de Sepp Ferstl, 22 ans. Cet Allemand de l'Ouest tout blond, 4e du combiné à Kitzbühel, sera peut-être la révélation du Lauberhorn. Il est en effet bien placé pour remporter le combiné, étant donné ses qualités de slalom. Aujourd'hui en tout cas, Ferstl a devancé le grand favori de cette descente, le Suisse Bernard Rüsi, meilleur temps avant le départ de Klammer. Rüsi a perdu la seconde place dans la dernière courbe. En championnat de France de football, Nantes a battu 3-1 à 3. Donc Nantes a battu 3-1 à 3. Nantes est leader du championnat, c'était un match très attendu. Donc Nantes pour le moment reste leader. Les quelques 225 concurrents du rallye de Monte-Carlo se sont élancés sur les routes aujourd'hui pour les traditionnels itinéraires de concentration, chers au rallye de Monte-Carlo. 8 départs dont l'un avait lieu à Paris sur la place de la Concorde, avec pour ce 45e rallye le duel italien Fiat-Lancia et toutes les voitures de série qui aimeraient bien enfin prendre du galon. Et puis au Brésil, tout près de Sao Paulo, pour les essais du Grand Prix de Brésil de Formule 1, toutes les grandes vedettes du sport automobile étaient présentes aujourd'hui. Un Grand Prix qui est la 2e épreuve du championnat du monde cette année, qui sera très disputée demain. Voici Mario Andretti. Il est ici l'outsider sentimental. Il a réussi le second temps aux essais, mais il aura face à lui un Niki Lauda. Héros malchanceux de la saison passée qui a besoin de renouer avec le succès. Mais il y a toujours James Hunt, il mérite les faveurs du pronostic. Au Grand Prix d'Argentine, sa voiture a connu des ennuis de suspension. Le responsable technique de McLaren, Teddy Mayer, qui vient de lui parler, assure que tout est rentré dans l'ordre. Le meilleur temps des essais a été réalisé par Carlos Pache sur sa Brabham. Un Brésilien considérablement avantagé par sa parfaite connaissance du circuit. 1977 doit être mon année, a-t-il dit, celle du titre mondial. Patrick Depailler, le voici, Tyrrell numéro 4, a réalisé un bon temps également. En revanche, Lafitte connaît avec son moteur Matra des problèmes de bougie. Niki Lauda sur sa Ferrari, il revient lentement au premier plan. Les conditions climatiques risquent d'avoir une grande influence sur le déroulement de la course, car au soleil fait place à certaines heures de violentes pluies tropicales. En tout cas, jamais au cours de ces 5 dernières années, l'épreuve n'a été aussi ouverte. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, au pays de l'or noir, vous avez vu au début de ce journal les premières images de la visite officielle en Arabie Saoudite du président de la République. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui reste encore bien mystérieux, un pays aux traditions religieuses très fortes,
très fortes qui ont une large emprise sur la vie politique, sur la vie quotidienne. Un pays qui abrite la Mecque, vous le savez, la capitale de l'islam. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi une formidable éponge à pétrole qui nous fournit, à nous, Français, une bonne part de notre carburant et dont les ressources considérables lui permettent désormais de jouer un rôle très important d'arbitre dans le monde arabe. C'est aussi un pays qui vit un véritable boom économique, mais vous allez le découvrir dans ce reportage de Jacques Abouchard et de Jean Ray. La puissance côtoie presque toujours l'humilité, le modernisme, la tradition, la politique, la religion. S'ils troquent volontiers leurs sabres pour le maillet de polo, ces soldats de la garde royale n'en restent pas moins les garants de la couronne saoudienne. Ils symbolisent la force tranquille d'un pouvoir concentré entre les mains de deux hommes, le roi et son frère le prince héritier Fahd. Deuxième personnage du royaume, Fahd en est l'éminence grise. Notable, chef de tribu, solliciteur, se presse à ses audiences hebdomadaires. Son ambition a pour limite une fidélité absolue à la personne du souverain. Un jour, c'est une certitude, il accédera au trône. Fahd deviendra alors le premier personnage de l'islam, le gardien des lieux saints. Son autorité s'appuiera sur le livre, comprenez le Coran. Malgré la formidable pression du monde moderne, les préceptes coraniques restent la loi fondamentale de l'Arabie saoudite, sa constitution, son code judiciaire. Jour après jour, il règle l'existence de 8 millions de Saoudiens sans la moindre concession. La religion, ça ne change jamais. Et ne sera jamais changé parce que notre religion dérive du Coran. Et le Coran, c'est le livre saint pour nous qui va rester toujours. Et j'espère d'ailleurs qu'il restera. Ici Riyad, radiodiffusion du Royaume d'Arabie Saoudite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de nos émissions en langue française, diffusées tous les jours de 8h à 9h et de 20h à 21h. Vous venez d'entendre quelques versets de la 19e sourate du Coran, intitulée Mariam. Cette sourate a été révélée à la Mecque et comprend 98 versets. On peut dire que les Saoudiens sont quand même des gens très sympathiques, qui nous ont accueillis vraiment les bras ouverts. Et ça a été un réconfort, si vous voulez, et en même temps quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que la femme, pour eux, ne peut pas sortir, ne peut rien faire par elle-même. Et malgré tout, si vous les recevez chez vous à la maison, ils sont vraiment formidables. Ils nous apprennent beaucoup de choses, et c'est ça surtout qui m'a aidé à rester ici. Vous pouvez quand même circuler en ville sans être voilé. Oui, je circule en ville sans être voilée, mais par exemple pour la radio ici, il faut porter le voile dans les couloirs et être toujours en jupe longue. Sinon, vous avez quelques problèmes avec les soldats qui sont dans les couloirs. De cette stricte observance religieuse, l'Arabie tire son prestige dans le monde islamique. Il ne faut pas oublier que la masse de la population du monde, et il y a une grande masse de musulmans, que pendant les 5 prières par jour, elles se versent vers le Kaaba, vers la Mecque, qui est située en Arabie Saoudite, au milieu saint. Alors là, pour nous, ça suffit que donne un exemple d'attraction, si vous voulez, de ces gens vers notre pays. En plus, il y a notre richesse financière, si vous voulez, et notre développement qui oblige les étrangers, les autres pays, de faire de bonnes relations avec notre gouvernement, avec notre population. L'omniprésence religieuse n'empêche pas un phénoménal bond en avant de l'économie saoudienne. Ces bulldozers planifient à la hâte un terrain où seront empilées les marchandises qui débarquent jour et nuit du port de Dammam, sur le golfe arabo-persique. Les docks et les entrepôts de Dammam sont engorgés de produits du monde entier.
à tel point que les bateaux restent au large de 4 à 6 mois avant d'être déchargés. Pour son développement, l'Arabie dépensera 700 milliards de francs dans les 4 ans à venir, l'équivalent de 2 budgets français. À Riyad, la seule question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment dépenser notre argent efficacement et intelligemment. Le pays devient en effet un gigantesque bazar. Et l'on jette sur les plages, pêle-mêle, voitures et maisons préfabriquées. Cette frénésie de consommation inquiète d'ailleurs les responsables du pays. La main-d'œuvre locale n'y suffit plus et l'on va chercher de plus en plus loin les travailleurs étrangers. 400 000 Coréens sont attendus avant 1980. Ils sont déjà plusieurs milliers, principalement dans l'industrie pétrolière. Cette année, celle-ci va encore battre des records avec une production envisagée de 500 millions de tonnes, 10 fois la consommation de la France. L'Arabie possède le quart des réserves connues. Pourtant, elle entend éviter le gaspillage et forcer l'Occident à des économies draconiennes. Avec la puissance financière que lui procure le pétrole, le roi Khaled est aujourd'hui le véritable arbitre dans le monde arabe. Il n'oublie pas néanmoins que sa famille est issue d'un modeste village d'Arkiya. C'était l'Arabie d'avant le pétrole, il y a seulement un demi-siècle. C'est de cette modeste bourgade que le père du souverain actuel avait entrepris la conquête de toute la péninsule arabique. Conquête par le sabre, à la tête de 10 000 cavaliers, dont les fils sont toujours la force de frappe la plus fidèle de la monarchie. Voilà donc ce pays que Valéry Giscard d'Estaing va visiter pendant 3 jours. Le temps, il a fait assez doux aujourd'hui sur la plupart des régions, avec encore tout de même de la pluie, en particulier dans le midi méditerranéen, et oui, et des Alpes aux Vosges aussi. Demain, le temps restera relativement doux avec beaucoup de nuages, des averses assez fréquentes même sur le sud-ouest et le massif central, ainsi que dans le sud-est où souffleront des vents assez forts. La météo prévoit également de fortes rafales de vent sur les côtes de l'Atlantique et il neigera partout en montagne au-dessus de 1500 mètres. Voilà, ce journal est terminé. Bonsoir. Vous avez rendez-vous dans un instant avec les 5 dernières minutes, mais tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Pétrole et politique pour la première visite d'un chef d'État français en Arabie Saoudite. L'agitation électorale ne doit pas gêner le redressement économique. Liste de gauche accorde dans 3/4 des villes de plus de 30 000 habitants. Bastia, accueil triomphal pour Edmond Simeoni. 23 h, le dernier journal d'Antenne 2.